Bonjour et bienvenue à cette 11e édition des 5 livres d'émissions littéraires d'Acadème. Au menu aujourd'hui, la mémoire, les disparus, la Shoah, l'enfance, Belleville, les rêves, la cuisine ashkénaze, l'Argentine et le peintre Marthe Rothko avec 3 invités, Robert Bobert, Friederike Amalia Finkelstein et Élise Goldberg. Comme vous pouvez l'imaginer, uniquement déjà à l'énoncé de leurs 3 patronymes, ils ont au moins un point commun. Au moins. Mais entre vos 3 livres, on s'en doute, il y a aussi un autre point commun qui est sur le plan formel. C'est-à-dire, c'est une écriture de fragments. Dans les 3 cas, ce sont des fragments comme des explosions de pensée. Je pense même que l'un de vous 3 parle parfois de bouffées délirantes pour expliquer cette aventure formelle. Alors, Robert Bobert, vous, ce ne sont pas seulement des fragments, parce qu'il y a quand même un fil conducteur, c'est la lettre. La lettre à un ami, et pas n'importe quel ami, c'est Pierre Dumayet, avec qui vous avez réalisé de nombreux films. Je rappelle que vous êtes documentariste. Une cinquantaine. Pardon ? Une cinquantaine avec lui. Avec lui, une cinquantaine, mais une centaine en tout. Dans votre carrière de documentariste et d'écrivain, puisque vous avez publié plusieurs livres, le dernier en date, qui vient de paraître, il y a quand même dans la rue des gens qui passent, rien que le titre déjà, chez POL, rien que le titre montre bien qu'on a affaire à du Bobert, parce que maintenant le Bobert se reconnaît déjà au titre. Il est savoureux, votre livre. Il est savoureux, il y a toutes les saveurs de l'ancien Paris, il y a des écrivains qu'on a du plaisir à retrouver, et puis bon, un monde disparu, hein, le monde du yiddish aussi, qui affleure ça et là. Oui. Le yiddish est plus important dans la lettre précédente. Oui. Mais ce monde disparu, oui. Vous ne l'avez pas connu, le monde disparu. Si, moi je suis né en 1931. Oui. Donc, à Paris, vous l'avez fréquenté ? Oui, absolument. Ah oui. Mes parents sont arrivés, ils sont arrivés, et tout de suite, ils ont habité Belleville dans un hôtel. Mon père a trouvé du travail le lendemain de son arrivée. Et à Belleville, il y avait énormément de gens qui parlaient yiddish. C'est une langue que j'ai toujours entendue dans mon enfance. Bien sûr. Et puis, donc, et dans le Pletzel aussi. Est-ce qu'il lisait Unser Wort, votre père ? Il lisait la Neue Presse. La Neue Presse. Bon. Une amitié comme celle-ci, celle qui vous a lié pendant tant d'années à Pierre Dumayet, est-ce qu'on en sort un jour ? Apparemment pas. Une fois, il m'invite chez lui et il me dit « Je voudrais que tu me conseilles un livre ». Alors là, j'ai failli tomber de ma chaise parce que Pierre Dumayet, c'est comme l'homme qui a inventé l'émission littéraire à la télévision avec Lecteurs pour tous en 1953. Alors avant de tomber, il m'a précisé un livre juif. Alors là, j'ai hésité parce que bon, il y en a quand même pas mal. Et j'avais fait mon tout premier film en 66-67, c'était sur Sholem Aleichem. Je vais appeler Sholem Aleichem un écrivain de langue yiddish. Et à l'époque, il a fallu que j'explique ce que c'est que le yiddish. Et on a entendu pour la première fois la télévision parler en yiddish pendant 10 minutes. Alors, le film, aujourd'hui, je ne le ferai plus comme ça, certainement, mais je suis fier d'avoir obtenu, d'avoir eu la possibilité de faire entendre cette langue assassinée, enfin, qui renaît sous une autre forme. Voilà. Et j'ai pensé à Chaim Potok, qui avait écrit L'Élu, qui est un livre que j'aime beaucoup. Et il le lit, il me dit c'est formidable. Et je lui dis est-ce que tu veux l'interviewer ? Il dit il est encore vivant ? Je dis oui. Il dit non, moi je ne sais qu'avec les écrivains morts. Et finalement, on s'est arrêté sur les récits racidiques de Martin Buber. Donc vous évoquez le yiddish, et en même temps, vous, c'est plutôt l'Allemagne, le berceau. Vous êtes né à Berlin. Oui, mais j'en suis parti il y a 18 mois, et à 18 mois, l'allemande se... mais vos parents... quelques mots. Mais j'ai tourné un film en Pologne en 1975,
qui s'appelle Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise. C'était la mention qu'il y avait sur mes papiers d'identité. Ma mère est née en Pologne, à Przemyśl, ville qu'on connaît maintenant beaucoup depuis la guerre en Ukraine, et mon père à Radom. Przemyśl, c'était l'Empire austro-hongrois. Donc, ma mère, à l'école, elle apprenait l'allemand. Yiddish à la maison, l'allemand à l'école. Et ils sont partis de Pologne, du côté maternel, en 1910. Ma mère avait 5 ans. Mon père est parti de Pologne à 20 ans, ce qui fait qu'à la maison, j'entendais parler yiddish par mon père, allemand mitigé de yiddish par ma mère, et comme le logement était petit à Paris, c'était la rue, et la rue c'était en français. Donc le même objet avait 3 noms différents. Et l'école. Alors vous avez eu sur vos papiers ensuite oui. la mention nationalité indéterminée. Voilà. Et puis après, réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise. Voilà, jusqu'au moment où vous avez été naturalisé. Alors, oui, en 1954 ou 55, mais parce que c'était la guerre d'Algérie, donc c'est plutôt 55, et on avait besoin de petits soldats français. Alors je rassure tout de suite, je me suis fait réformer, je n'ai pas fait la guerre d'Algérie. Alors, Pierre Dumayet, qui est présent tout au long du livre, hein, oui. mais par petites touches, oui. Vous préférez lui parler plutôt que parler de lui. Voilà, oui. Parce que je suis plus à l'aise dans le dialogue que dans la démonstration. Je ne voulais pas faire un portrait de Dumayet, donc je lui parle comme s'il était là. Et on a eu tellement de conversations ensemble, des conversations amicales. On passait des vacances l'un chez l'autre. Et voilà, donc, par le dialogue, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça ne pouvait être que lui. Et je lui dis, je lui parle comme les choses viennent. Un souvenir, on appelle un autre, on appelle un troisième, qui s'avère plus important des fois que le premier. Et j'avance comme ça, et je cite Aragon dans la lettre précédente, où Aragon avait écrit ce livre ne ressemble à rien qu'à son propre désordre. Parce que je ne crois pas à la mémoire chronologique. Ceux qui racontent leur vie en commençant par le berceau et qui se termine, enfin c'est plus eux qui peuvent le dire, qui se termine au cimetière, moi je ne fonctionne pas comme ça. La mémoire, c'est un moteur à explosion. Oui, et puis la mémoire est affective aussi. Voilà, il y a ce qu'on aime, donc je préfère parler d'ailleurs de ce que je... Et on a tellement parlé ensemble avec Dumayet que j'avais l'impression qu'il me répondait. Alors il y a un pilier de la mémoire chez vous, enfin chez beaucoup de monde d'ailleurs, c'est l'album de famille, oui. Des photos de famille que vous reprenez le mot d'un écrivain qui dit c'est un répertoire de moments... de moments anciens. De moments anciens. Oui, c'est Jacques Roubaud. Oui. Oui. Enfin là, vous faites souvent appel à cet album de famille. Il y a beaucoup de photos dans votre livre. Alors, moi, mes photos ne sont pas là pour illustrer les textes. Pour accompagner plutôt. C'est pour prolonger quelque chose du texte, ou l'inverse. C'est des fois le texte qui prolonge. Voilà. Alors, la photo, je me suis intéressé à la photo il y a très 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 longtemps, non pas pour en faire. Non, mais en tant que cinéaste déjà. Oui. Et puis, je crois qu'une photo, je vois tellement de gens feuilleter les albums, ça m'agace. Et une photo se regarde comme on doit lire une page d'écriture. Et on découvre une foule de choses. Alors, il y a des pages d'écriture, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'écrivains, enfin, quelques écrivains qui sont convoqués dans votre récit régulièrement. Il y a Georges Perec, bien sûr, oui. avec qui vous avez fait retour à Ellis Island. Oui. Il y a André Schwarzbach, oui. Le dernier des Justes, et puis Marcel Cohen. Et Schwarzbach, en plus, je l'ai connu à l'époque où j'étais tailleur, et lui aussi. Voilà, on s'est connus en 1952 ou 53, quelque chose comme ça. Alors ça m'a frappé quand vous en parlez, parce que
la profession de tailleur a donné à la fois au cinéma français et aux lettres françaises quelques éléments importants, parce que Claude Berry, c'était le cas pour la fourrure, et Georges Kiechman avec lui aussi, mais Jean-Claude Grimbert. Oui, Jean-Claude Grimbert, Samy Frey, Charles Denner. Samy Frey est aussi passé par l'atelier. Oui, alors pas par l'atelier, il avait commencé à prendre des cours dans une école professionnelle, et puis heureusement qu'il a arrêté, parce que pour d'autres plaisirs, c'est quand même un immense comédien qui d'ailleurs a enregistré des extraits de la lettre précédente. On a vraiment l'impression que toutes les images que vous avez choisies sont indispensables. C'est jamais gratuit. Il n'y a pas que des photos, il y a des documents aussi. Oui, les documents. Steinberg, par exemple, il y a une image que j'aime beaucoup. Bon, Steinberg, génial, alors lui aussi, qui est passé par plein d'identités différentes. Et lorsque je parle de lui, je montre un dessin de lui qui fait toujours... Qui est extraordinaire. Hein. C'est un monsieur qui regarde derrière lui et qui avance. C'est-à-dire qu'il a besoin de regarder son passé pour pouvoir avancer. Il ramène son passé au présent. Dans un dessin, il a tout dit. Il a tout dit. Alors il faut préciser, parce que des Steinberg, il y en a quelques-uns quand même. Saul Steinberg, caricaturiste américain, et notamment le pilier du New Yorker. Et le dessin que vous avez reproduit est magnifique, il est exceptionnel. Oui, il dessinait un personnage, uniquement il y a des empreintes, ce qui raconte beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui a passé son examen en Italie, donc avant la guerre, et sur son résultat d'examen, il était indiqué religion hébraïque. Voilà. Alors, vous avez aussi, il y a un bel hommage aussi à Robert Doisneau, le photographe que vous avez connu. Oui, très bien. Vous décrivez quelques-unes de ces photos, enfin notamment une des amoureux. C'est pas le baiser de l'hôtel de ville, mais la photo que vous décrivez et qui est d'ailleurs dans le livre, elle est posée. Non, mais parce qu'avec Doisneau, on ne sait plus maintenant. Non. Mais il ne faisait jamais poser. Le baiser de l'hôtel de ville avait une commande urgence. Oui. Donc il n'a pas fait poser. Il a demandé à un couple de se balader. Oui. Il dit, quand vous avez envie de vous embrasser, vous vous embrassez. Il a suivi. D'accord, oui. Oui, mais ça, c'est posé, c'est préparé. Oui, mais c'est pas posé en disant regarde par ici, mets ton bras là, etc. Non, mais c'est mis en scène. C'est une mise en scène. C'est la situation qui est mise en scène. Oui. Mais pas le. Vous l'aimez, votre copain. Et le moment comme ça, c'est lui qui choisit le moment. Oui, c'est une photo inoubliable. Mais là, celle-ci dont vous parlez n'a pas été préparée. Ah non, non. Mais vous dites d'ailleurs, les photos, vous les utilisez pour authentifier le récit. Oui. Mais pourquoi il faut authentifier le récit Pourquoi là, j'en avais besoin. Cette photo, j'y suis attaché parce que ma femme, on s'est connus en colonie de vacances, c'est dire. Voilà. Et elle habitait rue Dauphine, tout près du Vert-Galant, à 100 mètres. Et on allait au Vert-Galant pour s'embrasser. Et quand j'ai vu la photo de Doisneau, on voit derrière la grille un couple s'embrasser. C'était comme si c'était nous. Voilà. Donc, il y a des regards et il y a ce couple qu'on voit derrière la grille. Vous aimez la cuisine Oui. Non, la cuisine. Est-ce que pour vous, c'est un pilier de la culture je ne sais pas si c'est un pilier, mais j'ai la réputation de faire un très bon Kaiskirchen. Ah ben alors, vous voyez que vous aimez la cuisine. Pourquoi c'est pas dans votre livre Mais ça veut dire que je suis en train d'en écrire un autre. J'essaierai de glisser la recette. Le Kaiskirchen, c'est le gâteau au fromage. Avant de s'appeler Cheesker, qui s'appelait Kaiskirchen en Europe de l'Est. Dites, vous allez vous régaler avec le livre d'Élise Goldberg. Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie. Ça, c'est un titre. Quel est votre plat préféré? Je crois que c'est le hareng avec une vodka. Ça s'appelle comment?
Hering. Oui, Hering. Hering. Oui. Oui. Bah écoutez, Schmalzhering. Voilà. vous allez vous régaler avec le livre d'Élise Goldberg qui est paru aux éditions Verdier, avec ce beau titre. Je ne vous demande pas si, pour vous, la cuisine fait partie de la culture. C'est le pilier, non? Ça fait partie. Dans le livre, ça fait partie de la culture ashkénaze. Je l'envisage comme ça. Et je l'envisage aussi comme quelque chose qui parle beaucoup de ma famille, en fait. C'est un point d'entrée pour parler de ce que je ressens, une sorte d'ingrédient ashkénaze de ma famille. Le titre là, dont on vient de parler, c'est la métaphore de quoi? C'est la métaphore de tout le monde n'a pas la chance d'aimer la cuisine ashkénaze, parce qu'il n'y a pas que la carte farcie qui divise. C'est vraiment une chance? Vous êtes sûr que c'est une chance? Oui. Alors, il y a peut-être une petite ironie dans le titre, on va pas se le cacher. Je parle notamment, c'est un point d'entrée, il n'y a pas que ça, mais je parle notamment du fait que la cuisine ashkénaze est peut-être pas très jolie à voir dans l'assiette, et pas très élégante, pas très raffinée, que tous les plats sont pas délicieux ou pas forcément faciles d'accès, comme par exemple le pied de veau en gelée, le fils. Moi-même, là, j'atteins mes limites sur ce plat-là. Voilà. Pourtant, vous faites l'éloge de la gelée. Oui. Très important, la gelée. Oui, la gelée. Qui, avec pour moi... Avec le réfort, ça passe mieux. Exactement. La gelée, et là on arrive à un autre aspect du texte, parce que je dis que les Ashkénazes aiment la transparence. Moi j'en fais une métaphore aussi, voilà, d'une vision de la vie que j'ai pu voir dans ma famille, comme le fait de ne pas vouloir se faire remarquer, par exemple. Et donc je pense que là ce que je dis, ça illustre un peu le fait que j'utilise la cuisine aussi pour parler d'autres choses. Oui, c'est une porte d'entrée. Vous parlez des plats ashkénaze et yiddish, enfin bon, du monde yiddish tout au long du livre, mais vous parlez de bien d'autres choses aussi. C'est intéressant parce que je ne crois pas avoir lu déjà un livre sur ces sujets-là, construit de cette manière. C'est pas seulement une métaphore, la carte farcie, c'est vraiment c'est la porte d'entrée pour votre famille. Alors le point de départ, c'est quand même le frigo. C'est l'héritage du frigo du grand-père par une petite fille. Et en ouvrant ce frigo à sa mort, elle trouve un certain nombre de choses qui font finalement ressurgir tout un monde disparu. C'est ça? Oui, tout à fait. J'ai utilisé cette métaphore de la porte du frigo, un peu comme dans un roman que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, qui s'appelle le 35 mai d'Éric Kessner, où il ouvre, c'est le 35 mai, il ouvre une porte, et puis là, on arrive sur un autre univers. Donc là, c'était le frigo. Et alors, j'ai vraiment, c'est vrai en plus, voilà, pour l'anecdote, j'ai vraiment hérité du frigo de mon grand-père. Et voilà, c'était un moyen pour moi de faire entrer dans la cuisine. Et puis après, on va explorer d'autres pièces, donc d'autres pièces de la maison, d'autres aspects de la culture ashkénaze dans ma famille, et notamment son histoire, et notamment pendant la Shoah aussi. Est-ce que vous arrivez à nouer la Shoah, la transmission et le foie haché? C'est pas toujours évident, mais en même temps, vous y arrivez avec brio. Je sais pas comment vous avez fait, parce que ça se lit très agréablement, enfin en tout cas avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est une histoire qui parfois est tragique, mais vous y arrivez. Mais il n'y a pratiquement pas une page où il n'y ait pas un plat. Le lien entre, comment nouer le lien entre la cuisine, le foie haché, les cornichons, l'histoire familiale, la Shoah aussi. Pour moi, le lien, il était assez clair en fait. C'est-à-dire que lors de ces repas, quand j'étais petite, moi, je sentais une ambiance en même temps de la joie et en même temps quelque chose d'un peu pesant, d'un peu de pas si léger que ça. Et triste. Voilà, une certaine tristesse, oui. Mais dites-moi si je me trompe, ce livre, est-ce qu'il ne doit pas quelque chose au départ à une cure analytique?
Oui, c'est très juste. C'est très juste. En fait, il part vraiment d'une interrogation sur l'héritage, sur ce qu'ont vécu, ce qu'a vécu ma famille, ce qu'ont vécu mes grands-parents, a pu laisser d'empêchement en fait. Voilà. Et donc ça part d'une cure psychanalytique. Oui, la mienne. Vôtre. Oui, tout à fait. Et à partir de là, donc c'est une quête identitaire. C'est une quête identitaire, c'est une quête aussi d'une histoire que je connaissais pas très bien et pour laquelle j'ai enquêté. Ça a commencé effectivement par une cure psychanalytique où il est apparu, mais pour moi ça reste aussi un petit peu une hypothèse, mais que ça vienne de la Shoah, ça peut venir l'histoire du peuple juif aussi. C'est pas que, enfin, c'est une histoire où l'empreinte de la tristesse, l'empreinte de persécutions subies, elle est aussi là. Hein. Donc, en tout cas, je pars de cette hypothèse que moi, les empêchements que je pouvais avoir étaient liés à cette histoire-là, que ça m'appartenait pas que à moi. Et qu'est-ce que j'en fais et puis et de là, en fait, j'ai fait une petite enquête sur l'histoire de ma famille maternelle où j'avais très peu de choses. Mais à propos de Boulette, Elise Goldberg, vous dites que finalement le Gerhardsgefisch est plus digestible que le Gefilte Fisch qui est tellement dur, tellement mauvais qu'il est coupé avec du colin, c'est ça? Alors c'est la carpe, le poisson, la carpe a un goût, c'est un goût fort, hein, c'est un poisson de rivière qui est pas très cuisiné de nos jours. Et donc dans la recette, soit du Gehackte Fisch, les boulettes, soit du Gefilte Fisch, où on reconstitue les darnes, il y a dans les deux cas on coupe avec du colin ou un autre poisson. Il y a plein de recettes possibles, mais alors je tiens à dire que moi j'adore le Gefilte Fisch. Hein. Attention, oui, tout à fait. Vous vous forcez? Absolument pas. Pour votre livre, mais je peux pas croire ça. Dans l'intimité, vous le mangez? Eh ben j'aimerais le manger, mais très peu de personnes le préparent encore. Parce que ça prend du temps. Voilà, c'est exactement. Long. Oui, c'est très long. Nous, maintenant, on fait surtout que des boulettes, alors que normalement, on vide l'intérieur, on garde la chair, et on prépare l'intérieur avec d'autres ingrédients, et on remet dedans. Donc, c'est meilleur comme ça. C'est votre mère, Robert Bobert, c'est votre mère qui vous a appris tout ça? Oui. Ah oui. Mais c'est beaucoup de boulot, c'est pourquoi je ne refais pas. C'est beaucoup de travail, oui. Puis c'est roboratif. Hein. Ah oui. Puis alors, il y a un monde fou dans votre livre. Il y a même, alors ça je ne m'attendais pas du tout à le trouver, l'inspecteur Colombo. Oui, c'est très juste. Donc oui. Peter Falk, exactement. Qui est ashkénaze. Oui. Mais vous dites à un moment, enfin c'est ce que j'ai compris, qu'avec son impair crasseux, que sa tête ébouriffée, ses cheveux comme ça, que c'est pas rasé, il ressemble à la cuisine ashkénaze. Oui, c'est un peu cette idée-là. Et aussi, j'avais envie d'utiliser des éléments de la culture populaire pour ouvrir. C'est-à-dire que c'était un peu l'idée de dire qu'est-ce que c'est qu'être ashkénaze, et pour des gens qui connaissent pas forcément, voilà, de parler de choses que les gens connaissent, mais aussi des choses que moi je connais intimement par mon père. Qui adorait Colombo, et comme mon père était quelqu'un qui parlait peu de ses émotions, j'avais l'impression, à travers les films qu'on regardait ensemble, les séries, d'apprendre des choses sur lui par rapport en lien avec ce qu'il aimait, les films qu'il aimait, comment il réagissait aux films ou aux séries, et notamment en lien avec son identité ashkénaze. Pour moi, Colombo, je faisais un lien sur s'il aimait Colombo, c'était parce qu'il était ashkénaze. Eh bien, Robert Bobert, quand vous parliez avec Pierre Dumayet ou avec André Schwarzbach ou avec Georges Perec, vous pouviez parler de cuisine ashkénaze, non? Oui, enfin, Perec est venu manger plein de fois chez moi, et il était très attiré par ça. Comme écrivain, il ne voulait pas qu'on le définisse ou qu'on détermine comme un écrivain juif. Il voulait être écrivain, donc Flaubert, etc. Voilà. Il n'empêche, à la bar mitzvah de mon fils aîné, il est venu,
Et à un moment donné, je vois Perec parler avec mon père. Mon père qui n'avait jamais lu un livre de sa vie, il lisait le journal, ça lui suffisait. Il parlait le français avec l'accent yiddish. Et il y a une photo, on voit Perec avec sa cigarette qui tenait entre l'annulaire et le majeur, un verre de champagne, et qui écoute mon père avec une intensité extraordinaire. Et en voyant la photo, j'ai compris que ce qu'il écoutait chez mon père, c'était parce qu'il disait, c'était son accent, l'accent dont il avait été privé, l'accent de son père. Et c'est une photo qui me touche énormément. Ça vous émeut? C'est émouvant comme photo. Oui. Elle n'est pas dans le livre. Comment? Elle n'est pas dans votre livre. Elle est dans le précédent. Dans le précédent. Voilà. Mais finalement, ce que vous racontez là, ça fait partie de W ou la disparition. Oui, c'est ça. Oui. Finalement. C'est l'accent. Oui. Je crois que c'est vous qui dites à un moment que la cuisine ashkénaze, c'est comme de l'art conceptuel. Parce qu'on va parler de Rothko tout à l'heure. Mais quel est le rapport? Eh bien, je disais que... Faut du discours. Faut du discours. Faut expliquer. Alors vous, Frédérica Amalia Finkelstein, vous publiez vous aussi un livre, donc c'est chez l'Arpenteur, Gallimard, avec un titre aussi, décidément tous les trois, vous avez des titres à rallonge, si je puis dire, qui sont en fait des phrases. Aimer sans savoir, virgule, être sans comprendre. On peut déjà éclairer un peu le titre? Parce que c'est, je le précise, c'est votre 3e roman, à 32 ans, chapeau, c'est pas évident déjà. Un livre bref, mais intense, très intense. Alors, moi, ce qui m'est apparu dans ce beau livre, qui est vraiment de la prose poétique, enfin moi je l'ai lu comme ça, c'est que le fil rouge, c'est pas une personne, c'est un pays. Et c'est l'Argentine. Oui. En même temps, vous n'y êtes pas né. C'est le pays de vos vacances, le pays de vos grands-parents, donc qui sont d'origine polonaise, oui. Et qui se sont installés il y a assez longtemps quand même. C'est le pays où est née ma mère. Sa mère est née aussi là-bas, et mon grand-père, le père de ma mère, est né en Pologne et est arrivé en Argentine à la fin des années 20. Il fuyait les pogroms. Oui. Et tout, pour vous, c'est un pays de vacances. Oui. Et pourtant, on a l'impression que c'est votre pays. Comment ça se passe? Je pense que je me suis sentie là-bas vivre. C'est-à-dire qu'en France, je me sentais pas complètement là. Je me sentais en exil dans le pays de ma naissance. Mais comment vous expliquez ça? À cause de quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je pense que ma mère était enfin libérée là-bas. Une liberté qu'elle n'avait pas en France. Donc je pense qu'en tant qu'enfant, je devais ressentir sa libération ou une forme de bonheur furtif, puisqu'on n'y restait que 2-3 semaines par an. Mais je sentais sa langue incarnée. Parce qu'en fait, en France, elle nous parlait français, qui n'est pas donc sa langue de naissance. Et quand elle était en Argentine, elle parlait espagnol, et c'était un des seuls moments où je l'entendais vraiment parler sa langue de naissance. Et pour moi, c'est tout son corps qui changeait. Et je crois que pour un enfant, sentir sa mère, pour moi, c'était ma mère dont j'étais la plus proche. C'est peut-être pour ça que je porte son nom aujourd'hui. C'est quelque chose de très puissant intérieurement. Vous avez tenu à ce qu'il y ait les femmes de la place de Mai, celles qui manifestaient pour les disparus, en couverture. Alors, les disparus, c'est des disparus à différents titres. Il y a les disparus du régime de l'époque, mais aussi, dans votre livre, il y a l'ombre des disparus du livre de Daniel Mendelsohn et les disparus peut-être de votre propre famille. Comment vous avez noué l'ensemble? Oui, je trouve très beau cette idée que la mémoire, et donc la vie et la mort et la disparition et la naissance, tout cela a lieu à la fois dans l'histoire et dans l'intime des vies. Donc dans l'histoire, avec un petit h, on pourrait dire l'histoire personnelle, la généalogie, et l'histoire du monde, des événements qui ont lieu
en communauté, enfin, des événements qui ont lieu à l'extérieur de la famille, dans l'espace social. Et pour moi, ces disparus ont plusieurs noms. Ils ont le nom de ceux qu'on perd dans sa vie propre, personnelle, et ceux qu'on perd dans l'histoire, par des dictatures, par des injustices, par des guerres. En même temps, on pourrait croire que vous êtes, comme beaucoup de Français, fascinés par Buenos Aires, mais vous n'avez pas vécu à Buenos Aires, c'est à Miramar, donc c'est à 500 km de la capitale que se trouve la maison de famille. C'est-à-dire que ma mère est née en province de Buenos Aires, enfin à 7 heures de route, en plein milieu du désert presque, dans une toute petite ville. Et pour des raisons personnelles, parce que son frère avait des difficultés mentales, c'était dans les années 70, et ils ont déménagé à Buenos Aires. Ils ont acheté un appartement à Buenos Aires, et donc ma mère, à partir de 10 ans, a grandi à Buenos Aires. D'ailleurs, on a toujours cet appartement. Et donc, j'ai quand même un lien assez fort avec cette ville, parce qu'on arrivait à Buenos Aires, il y avait le lieu de l'appartement qui était cette deuxième maison, et puis on passait quelques jours à Miramar, qui est sur la côte atlantique, à 4 heures de route. Mais depuis le temps que vous y allez, vous avez noué des contacts ou des liens avec les Juifs argentins? Parce qu'on sait qu'il y a une communauté juive importante. Oui, puis j'ai beaucoup de cousins là-bas, donc j'ai des liens familiaux et j'ai des liens amicaux. Effectivement, il y a aussi un milieu artistique assez florissant, très actif. Beaucoup de musiciens, des écrivains. Et un footballeur, un footballeur. Parce qu'il est dans votre livre lui aussi. Hein. Oui. Enfin, son enterrement qui était quelque chose d'absolument dantesque, hein, inouï. Ça vous fascine, ça, ce côté de l'Argentine? Pour moi, c'est très représentatif de ce pays, c'est-à-dire que là-bas, le sport est plus qu'un sport, c'est vraiment une religion. Et c'est même, il y a une dimension politique. Et vous avez beau être d'une famille qui n'aime pas particulièrement le sport, vous ne pouvez pas ne pas être d'une équipe ou ne pas connaître les prochains matchs entre River et Boca, par exemple, qui sont les deux équipes les plus célèbres. Vous parlez de religion, mais est-ce que pour vous trois, vos trois livres sont imprégnés de judéité? C'est évident. Mais est-ce que le judaïsme a une importance ou pas? Robert Bobert. Oui, bien sûr. Non, mais en tant que est-ce que la religion... Ah non, la religion, non. Par contre, j'aurais bien aimé connaître l'hébreu, apprendre l'hébreu, pour pouvoir lire le Talmud. Parce qu'on peut être talmudique sans être juif en plus. Oui, ça arrive. Ouais. Et vous, Élise Goldberg? Non, la religion n'a pas une importance démesurée dans ma famille, dans le livre. Mais j'évoque, effectivement, je trouve intéressant que quand on est religieux, quand on est orthodoxe, il y a beaucoup de choses qui passent par la nourriture quand même. Ah bien sûr. Donc il y a beaucoup d'interdits qui sont liés à la nourriture. Et ça, cet aspect-là, ça m'intéressait. Oui, mais la nourriture que vous évoquez souvent, elle est liée aussi aux fêtes, aux grandes fêtes. Oui. Oui. Donc sans être religieux, le fait de se réunir en famille pour les fêtes, ça compte. Et pour vous? Pour moi, alors je sais qu'on parle de religion, hein, c'est différent de l'être juif, on pourrait dire, mais je ne peux pas m'empêcher pour moi de penser que par-dessus tout, pour moi être juif c'est un rapport au monde, enfin, c'est un être au monde. Et la religion est très importante parce que les rituels ont une dimension physique, quotidienne, et ça c'est vraiment très important, je pense, mais je crois que mon rapport au judaïsme passe par le livre, en tout cas en tant que religion, c'est-à-dire que j'ai pas une science très grande, mais j'essaie quand même de lire un peu de pensée juive, enfin, ça m'intéresse. Et vraiment, c'est cette dimension de rapport au monde, et avec souvent les thèmes qu'on retrouve de l'exil, de la langue, de la transmission. Et vous dites bien une chose paradoxale et intéressante, c'est que la transmission de la langue ne s'est pas faite comme elle aurait dû se faire finalement. Oui, et je crois que tous les trois, on a aussi cette expérience d'une langue qui est sans cesse
décalé, enfin en tout cas différé. Oui, il y a une petite nuance. Il y a la langue apprise et la langue vécue. Alors aujourd'hui, il y a énormément d'écoles où on apprend le yiddish, etc., qui lisent, qui écrivent en yiddish, etc., ce que je ne sais pas faire. Oui. Mais j'ai vécu avec le yiddish. Et il y a des choses que je peux dire que ceux qui ont appris ne peuvent pas faire. Par exemple, mes enfants et mes petits-enfants qui ont fait leur bar mitzvah savent lire le yiddish, mais ne le comprennent pas. Et pour comprendre ce qui est écrit, je leur demande de le lire à voix haute et je leur dis ensuite ce qu'ils ont lu. Et voilà. Donc vous savez des choses qu'ils ignoreront, voilà. Mais eux savent des choses que vous ignorez. Voilà. Oui, que je n'ai pas pris. Donc vous étiez fait pour vous rencontrer. Il y a énormément de gens, des jeunes bien sûr, qui apprennent le yiddish pas pour savoir la langue, mais pour pouvoir avoir un lien avec ce qu'ils n'ont pas connu. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis très intéressé par le fait que depuis quelques années, des écrivains trentenaires comme vous parlent de ça. J'ai l'impression que pendant une vingtaine d'années, il n'y a pratiquement rien eu. Et brusquement, il y a énormément d'écrivains jeunes qui ont besoin de se rattacher à ce passé et qui écrivent. Parce que peut-être que c'est la prise de conscience de ce que ça va disparaître et que eux étant le dernier chaînon maillon de la chaîne, s'ils ne le font pas, après, c'est peut-être ça aussi. Oui, d'où les enquêtes que vous faites, etc. C'est très important. Enfin, moi, ça me rassure en tout cas. Oui, bien sûr, c'est rassurant. Et c'est votre présence en atteste ici tous les trois. Mais pour écrire votre livre, vous avez été en Argentine. Vous y allez souvent, je suppose. J'y vais chaque année. Mais vous avez fait aussi un retour à Cracovie. Je trouvais ça intéressant, l'idée de l'impossible retour. On voit ça beaucoup chez les Juifs d'Europe qui sont partis, et pour certains qui sont revenus, mais pour certains qui ont voulu revenir, finalement, qui n'ont jamais pu revenir. Parce qu'il y a cette cassure qui s'est faite, et c'est aussi très juif, même, je pense, bibliquement, cette idée de l'impossible retour. Surtout pour votre grand-père qui a la haine de la Pologne. Exactement, comme beaucoup de juifs qui ne veulent surtout pas revenir. De juifs ashkénazes. Oui. C'est le contraire chez beaucoup de séfarades, qui n'ont aucun problème à retourner en Tunisie ou au Maroc, en tout cas. Ouais. Alors, j'étais surpris parce que vous avez dit, vous en avez même tiré quelque chose, vous dites en Argentine, il n'y a pas d'expression pour dire avoir le cafard, mais sentirse triste. Oui, mais c'est vrai que le mot cafard, d'ailleurs, ça m'a fait penser à Kafka. Je me suis dit, comment ils le traduisent? Je n'ai pas lu La Métamorphose en espagnol, mais enfin en argentin en tout cas, parce que sans doute qu'il y a une différence de langue entre même l'espagnol et ce qu'on appelle le castillan, c'est-à-dire la langue espagnole d'Argentine. Mais effectivement, il n'y a pas de traduction argentine pour dire avoir le cafard. C'est curieux. Oui. Parce que, Carlos Gardel, parfois, ça peut inviter à une sorte de tristesse, de spleen, de mélancolie. Le spleen, oui, la nostalgie vraiment... le saudade, comme disent. C'est ça, c'est assez proche de ça. Oui. Mais il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot en Argentine. Non. Alors, ça me permet de signaler que dans votre livre, qui est vraiment très, très, très agréable à lire, il y a pas mal de monde. On croise, c'est un livre bref, mais on croise du monde. Bill Evans, on voit bien que vous aimez le jazz. Carlos Gardel. Je ne vais pas vous demander de chanter Volver, mais bon, vous donnez même les paroles. Cy Twombly, Glenn Gould. Mais est-ce que Carlos Gardel, le maître du tango, est-ce que ça libère de l'angoisse? Parce que vous dites vous-même que l'angoisse est là, la peur et l'angoisse pour vous. Est-ce que ça libère cette musique-là? C'est une question assez belle parce que je pense que le trouble de ce rapport au monde lié à un exil intérieur dont je parle dans ce livre,
c'est que la nostalgie ou cet abîme qu'on a ne se répare jamais, justement. J'aime cette idée dont vous parliez de réparation. C'est-à-dire que c'est un apaisement, mais la réparation définitive n'a pas lieu. C'est une quête sans fin. Laquelle de vous deux parle des vases japonais? C'est vous? Oui, non, j'en parle, oui. Donc les vases brisés qui sont réparés à la japonaise, mais sans effacer les cicatrices. Oui, le kintsugi. Kintsugi. Alors quand j'ai vu ce mot kintsugi, je me suis dit c'est du yiddish. Ça aurait pu. Non, mais ça aurait pu. Et non, c'est pas du yiddish, c'est du japonais. C'est du japonais. Mais oui. c'est très joli. C'est une très belle métaphore pour dire ça. Et je trouve que dans votre livre, il y a un peu de ça aussi. Il y a beaucoup je trouve, de liens entre nos deux textes. Il m'a semblé. Même les trois. Oui, les tout trois, à fait. j'ai trouvé. Oui. Alors, j'ai cité les artistes qui sont dans votre livre que vous évoquez, hein. Mais vous auriez pu évoquer Rothko. Ah, j'adore Marc Rothko. Oui. C'est vrai. Vous allez aller à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Oui, je vais y aller. Oui. Vous avez jusqu'au 2 avril pour aller voir l'exposition. C'est la première rétrospective depuis 25 ans. Mais avant d'y aller, je vous suggère, alors c'est mes coups de cœur, bon, bien sûr le catalogue de l'exposition, qui est très riche, il y a beaucoup de choses, hein, je ne l'ai pas là sur mes genoux. Un livre paru il y a un certain temps déjà, mais qu'on peut trouver, c'est les écrits de Rothko sur l'art, qui était paru en 2006, je crois, chez Flammarion. Alors c'est de tout, hein, des conférences, des articles, des lettres, beaucoup de lettres, mais c'est toujours très intelligent. C'est un peu le grand livre qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, parce qu'il s'est suicidé. Alors Rothko, il y a une biographie formidable, Annie Cohen-Solal, qui est parue en poche chez Folio. Et si vous vous intéressez à l'homme et à l'artiste, il faut vraiment lire ce livre. Très bien documenté, une enquête très forte. Donc Rothko, qui est né en 1903 en Lettonie et qui a vécu à New York et qui s'est suicidé en 1970, qui s'appelait Marcus Rothkovich. Vous savez qu'il a hésité quand il s'est fait naturaliser américain à New York. On lui a proposé de s'appeler Mark Roth, et il a dit non, ça fait trop juif. Il a préféré Rothko. N'empêche que, bon, il est passé de la yeshiva à l'université de Yale, hein. Et ça, c'est resté. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de choses, évidemment, sur la fameuse technique de Rothko, hein, les pigments mélangés avec de l'œuf et tout, et qui donne la vibration qui est propre à cette peinture et qui est comparable à nulle autre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout beaucoup de choses sur cette obsession qu'il avait des questions de forme, des questions de présentation. Il fallait que les toiles soient une grande toile, mais qu'elles soient à hauteur d'homme et elles étaient au ras du sol, qu'on puisse entrer à l'intérieur, tellement elles étaient au ras du sol. Et puis, évidemment, des questions de lumière. Pour Annie Cohen-Solal, la clé de Rothko, là, évidemment, c'est contestable et discutable, c'est sa passion pour le Talmud, sa formation de talmudiste, reçue dans ses jeunes années, qui fait écho à l'errance du peuple juif. Et elle dit toute sa peinture, en vérité, ne parle que de ça. Et c'est évidemment, c'est parfaitement explicité, et on peut y voir, si on veut, comme elle, dans l'œuvre de Rothko, un paradigme de l'épopée des Juifs d'Europe. Voilà. Ces 5 livres, eh bien, je vous les conseille ardemment. Et je vous dis à bientôt. Et vous, je vous remercie tous les 3 Merci. d'être venus Merci à vous. à Academ.